Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans son nouveau webinaire expat.com en partenariat avec Mastéos. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'immobilier locatif pour les personnes en expatriation. Notre partenaire Mastéos partagera avec vous ses conseils pour vous donner les bons réflexes et vous accompagner dans vos projets d'investissement. J'ai donc le plaisir d'accueillir Thierry Vignal, président de Mastéos, et Antoine Lebeau, conseiller en investissement. Thierry, Antoine, bonjour et merci de votre présence aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Antoine et moi, enfin Antoine ici, moi Thierry. Antoine qui est notre meilleur conseiller qui s'occupe des expats chez Mastéos et moi qui ai créé Mastéos il y a 3 ans et demi. On était deux, on est aujourd'hui 465 dans 20 villes et 3 pays. Et on aide les gens normaux, comme vous et moi, à investir dans l'immobilier locatif en s'occupant de tout le process, c'est-à-dire trouver le bien, le rénover, le meubler, le mettre en location et faire la gestion locative en Espagne, en France et en Belgique. Et on s'occupe notamment des expatriés qui sont les moins bien lotis d'un point de vue bancaire et qui pourtant ne rêvent que d'une chose, c'est d'exploiter leur capacité d'emprunt pour investir dans leur home sweet home, la France. Je vous fais un petit panorama du contexte macroéconomique actuel qui est un peu bizarre, mais qui est très loin d'être négatif pour nous autres investisseurs. Pour ceux qui ont fait un peu d'économie, vous avez remarqué qu'il y a un peu d'inflation en ce moment. En Europe, on est à 10%. Et pourtant, on est encore capable de sécuriser des taux fixes à moins de 3%. Et quand on emprunte à 3% dans un contexte où il y a 10% d'inflation, même sans avoir un PhD en économie, on se doute bien qu'il y a quelque chose qui nous est profitable. C'est la différence entre l'inflation et le taux d'emprunt. Si jamais je laisse dormir mon argent sur un compte rémunéré à 3% alors qu'il y a 10% d'inflation, je perds en pouvoir d'achat 7 points de pourcentage par an. C'est la même chose côté banque. Elle nous prête à 3 dans un contexte où on a 10 d'inflation. Ça veut dire qu'on emprunte à des taux réels de moins 7. Si moi, Antoine, je devais te prêter de l'argent et qu'il y a 10% d'inflation par an, il est hors de question que je te prête à moins de 10%. Sinon, je me fais enfumer du différentiel entre l'inflation. Donc, on est dans un contexte ultra avantageux pour ceux qui ont la capacité d'accéder à de la dette à des taux en dessous de 3 dans un contexte hyper inflationniste. Et il faut en profiter. Surtout qu'on est le pays avec les taux les plus bas d'Europe et du monde. En Belgique et en Espagne, ils empruntent à 4 sur 20 ans. Au Royaume-Uni, on emprunte à 6. Aux États-Unis, on emprunte à 7. En Europe, enfin en tout cas en France, pardon, le taux moyen, il est encore à 2,5. Donc, 1, il est en dessous de l'inflation et 2, c'est le plus bas au monde. L'avantage de faire de l'immobilier locatif financé par de la dette à taux fixe, c'est qu'on a des loyers qui ont vocation à être indexés à la hausse sur l'inflation. Il y a ce qu'on appelle l'IRL en France, qui est l'indice de révision des loyers, qui permet aux propriétaires bailleurs de réindexer le loyer sur le niveau des prix. Donc le loyer, il est indexé à la hausse et la dette, elle est déflatée par l'inflation. Elle perd de sa valeur en termes réels. Donc c'est une position idéale pour un investisseur parce que côté dette, ça baisse, côté loyer, ça monte. Pour ceux, il va probablement y avoir 2 objections à un investissement maintenant et j'y réponds. Il y a ceux qui vont dire non, mais je pouvais emprunter à 1 ou 2 il y a quelques mois. J'ai aucune envie d'emprunter à 3. À ça, je réponds une chose, c'est qu'on peut toujours renégocier son crédit quand les taux rebaissent. Et ça, c'est un phénomène incroyable. C'est-à-dire que là, on est à 3, peut-être qu'on va plafonner à 3,5, peut-être qu'on va plafonner à 4. Mais sur la prochaine phase baissière, vous allez pouvoir renégocier à la baisse votre crédit, alors que vos loyers, eux, resteront indexés à la hausse sur l'inflation. Et votre dette se fera déflater. Deuxièmement, attendre coûte assez cher parce que comme les taux sont en phase haussière, ils augmentent de environ 0,1% tous les mois. Et 0,1% sur un crédit à 200 000 euros, ça représente une hausse de 2 400 euros du coût du crédit. Donc ça veut dire que chaque mois d'attente, dans un contexte où ça augmente de 0,1 par mois, c'est 2 400 euros de plus sur le coût du crédit.
Donc, c'est 2 400 € de perdu sur l'opération. Plus le mois de loyer qu'on n'aura pas touché. Disons 1 000 € par mois de loyer, on est à 3 400. Plus la perte de valeur de l'épargne à cause de l'inflation, de l'épargne qui dort sur un compte. Tout ça nous amène autour de 4 000 € par mois d'attente. Et donc, attendre coûte très cher. Donc, même ceux qui pourraient penser que les prix vont baisser, et ce n'est pas du tout notre scénario principal, je vais vous dire pourquoi, même cela, il faudrait qu'ils baissent de 4 000 sur 200 000, ça représente combien? Ça représente 2%. Il faudrait qu'ils baissent de 2% par mois ou d'un quart au bout d'un an. Donc, il faudrait que les prix baissent plus que la hausse du coût du crédit et les loyers non perçus. Donc ça, c'est bien de le rappeler. C'est un environnement bancaire ultra favorable. Attendre coûte cher. Les prix ne sont pas susceptibles de baisser parce qu'en France, on est sur un marché qui est extrêmement pénurique en logement. On a une démographie qui est assez forte. On a des ménages qui décohabitent de plus en plus. Et donc, il y a une énorme tension transactionnelle sur fond de non-délivrance de permis de construire et de promoteurs qui ont du mal à trouver de la réserve foncière, qui ont des coûts de construction trop élevés pour construire et qui arrêtent de construire. Donc, on n'a plus de logements nouveaux et on a de plus en plus de demandes pour du logement. Donc, crise ou pas crise, on a quand même un espèce de plancher sur les prix qui fait que je ne m'attends pas à une baisse. On peut s'attendre à un atterrissage dans des villes un peu surévaluées, dans les grandes villes type Paris, Bordeaux, mais je ne m'attends pas à une baisse massive des prix, je m'attends à un très léger atterrissage. Dans un pays à taux fixe, la hausse des taux n'asphyxie pas les ménages comme dans les pays à taux variables. Oui, tout à fait. Je vais juste rebondir sur un point sur le contexte bancaire profitable aux expatriés. Il faut savoir que si vous êtes payé en devises étrangères type US dollar, avec le crash de l'euro, vous êtes plus riche. Donc ça peut être vraiment pas mal. Certes, on verra, il y a des petites spécificités sur l'emprunt quand on est expatrié pour l'emprunt immobilier. Ça nécessite un petit peu plus d'apport, mais en soi, là, avec le crash de l'euro, de la devise euro, si vous êtes payé sur des contrats locaux en US dollars ou autre monnaie qui ne sont pas crashés, ça permet derrière d'avoir un petit peu plus de pouvoir d'achat, en fait, tout simplement. Voilà. Concernant la fiscalité. C'est toi le pro. C'est moi le pro de la fiscalité. C'est assez simple. Globalement, si vous êtes primo-accédant, on partira sur de la LMNP. Je laisserai Thierry expliquer en détail la LMNP, mais globalement, une chose à savoir, c'est que ce véhicule fiscal marche pour les expatriés, que ce soit en contrat français ou détaché, et également pour les non-résidents. C'est-à-dire si vous n'êtes pas français, la LMNP fonctionne également. Un seul petit point, c'est qu'elle est capée à 23 000 € de revenus par an, parce que si vous ne déclarez pas vos revenus en France, si vous êtes sur le contrat local, mais globalement, voilà, on peut aussi faire un peu de SCI à l'IS. Tu peux peut-être expliquer la LMNP de ton côté? Ouais. Le véhicule fiscal. C'est de la location meublée non professionnelle. Et c'est le régime star du paysage fiscal immobilier français parce que ça permet de faire de l'amortissement. L'amortissement, c'est quoi? C'est déduire le prix du bien, le prix des travaux, le prix des meubles, etc. sur une durée linéaire. Donc, si je fais 100 000 € de travaux, ils vont pouvoir être amortissables sur 10, 15 ans, disons 10 ans pour simplifier les calculs. Et donc 100 000 divisé par 10, ça va me faire 10 000 € d'amortissables, donc de déductibles tous les ans. Et pour peu que je fasse 10 000 € de revenus locatifs, si j'ai en face, j'ai 10 000 € de matière amortissable, et ben 10 000 moins 10 000, ça fait 0. J'ai réussi à écraser mon revenu locatif fiscal grâce à l'amortissement. Et l'amortissement, pour l'anecdote, qu'est-ce que ça représente? C'est de dire, en gros, la peinture, ça nous a coûté un certain prix, mais ça s'effrite. Il y a un moment, il va falloir repeindre. Et autant anticiper un peu ce moment. Disons que la peinture perd 1/10 de sa valeur. Elle s'effrite d'1/10 tous les ans. Donc, le fisc, dans sa grande mansuétude, nous autorise à déduire 1/10 du coût de la peinture tous les ans. C'est ça l'amortissement, c'est la dégradation théorique d'un point de vue comptable des travaux qu'on a fait et du bien lui-même, qui lui-même se dégrade d'un point de vue moléculaire. Et donc ça nous permet de le déduire alors même qu'on n'a pas sorti de cash. Normalement,
Ce qui est déductible, c'est ce qu'on sort en cash de sa poche. Par exemple, quand je paye mon assurance habitation, c'est une dépense déductible parce que j'ai sorti du cash pour permettre à mon investissement de survivre. Et bien là, en amortissement des travaux, je ne sors pas de cash et pourtant je peux déduire. C'est ça la beauté du truc. Et il y a très peu de régimes fiscaux qui permettent de pratiquer cette arme de défiscalisation massive qu'est l'amortissement. Et LMNP est l'un de ces régimes. Quand on le prend, option réelle. Je sens que j'en ai perdu 5 d'un coup. C'est très bête. C'est juste que quand tu fais du LMNP, tu peux choisir l'option forfaitaire, où il y a juste à cocher une case. C'est pour les phobiques administratifs. Ça permet déjà de déduire 50% des revenus locatifs. Donc, si je fais 10 000 euros de revenus locatifs et que je choisis l'option forfaitaire en LMNP, ben, je ne suis imposé que sur la moitié, donc 5 000 euros. Et si jamais je choisis l'option réelle, ça me permet de pratiquer de l'amortissement ad nauseam et donc de pouvoir dépasser les 50% du forfaitaire et même de monter à 100% et d'écraser complètement mon revenu fiscal, ce qui permet en LMNP de payer peu, voire pas d'impôts pendant de très longues années. Et à la sortie, c'est-à-dire à la revente du bien, je suis avantagé parce que je n'ai pas de reprise des amortissements. C'est un peu technique, mais ça veut dire que ce que j'ai déduit d'un côté, normalement, le fisc, on peut s'attendre à ce qu'il me le reprenne à la sortie. C'est le cas pour tous les autres régimes où tu peux pratiquer l'amortissement. En LMNP, tu as le meilleur des deux mondes parce que d'un côté, on peut amortir, déduire, écraser du revenu fiscal, ne pas être fiscalisé sur ses revenus locatifs. Et de l'autre, ils ne sont pas repris à la sortie. Donc, j'ai une fiscalité très avantageuse à la revente. C'est pour ça que c'est le régime STAR. Le deuxième régime STAR, pour ceux qui ont dépassé le plafond des 23 000 euros en LMNP, c'est la SCI à l'IS, qui est absolument géniale, sauf qu'il y a une reprise des amortissements. Donc, j'amortis d'un côté, j'écrase mon revenu fiscal jusqu'à zéro. Mais le problème, c'est que ces amortissements seront réintégrés dans le calcul de la plus-value à la sortie, ce qui n'était pas le cas en LMNP. Voilà, Jamie. Les inconvénients, quand on est expat, pour investir en France, il n'y en a pas tant que ça. Je dirais que le principal, c'est de tout faire à distance. Donc, bien avoir quelqu'un de confiance sur qui on peut s'appuyer. Comme Mastéos, par exemple. Parce qu'en fait, voilà, l'idée, si vous habitez à Hong Kong et que vous voulez investir, j'en sais rien, à Toulouse, qu'il faut faire des visites, il faut faire toute la partie notariale derrière, commencer les travaux, la mise en location. Il faut avoir un partenaire de confiance parce que tu avais dit, Thierry, c'est à peu près 250 heures, à peu près un investissement entre de A à Z. 250 et 300, ouais. 250 à 300 heures. Donc, il faut du temps. Quand on habite à l'autre bout du monde, ce n'est pas forcément le plus simple. Donc, les solutions comme la nôtre peuvent vraiment aider là-dessus. Et deuxième inconvénient, un peu plus d'apport à fournir. On dit souvent qu'il faut apporter 30% d'apport quand on est expatrié ou non résident pour pouvoir acheter de l'immobilier en France. D'expérience maintenant pour accompagner pas mal de clients sur des projets, c'est pas une vérité absolue. Si vous avez des banques de famille ou des comptes encore en France, des banques avec lesquelles vous avez des bonnes relations, j'ai pas mal de clients qui arrivent à apporter que 10% d'apport. Ouais. 10% pour un expat. Ouais, tout à fait. J'ai entendu une banque, je crois en Bretagne, la Caisse d'Épargne Bretagne, qui finançait à moins de 10%. Ouais, Crédit Agricole ou Caisse d'Épargne, ouais, tout à fait. Donc en fait, il y a des banques, faut regarder un peu tout ça. Il y a des courtiers aussi spécialisés pour les expats. J'ai vu passer des questions là-dessus, on y reviendra. Mais voilà, l'idée, c'est de rechercher un petit peu. C'est clairement l'élément important, c'est d'aller chercher un bon financement, de bien se renseigner, vérifier aussi pour les travaux. On en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est un peu les deux éléments, c'est de faire confiance de loin et potentiellement, ça va coûter un petit peu plus cher que si vous étiez en CDI en France, de manière classique. Du coup, moi, je vais un peu vous parler plus dans le cas concret, ce qu'on fait chez Mastéos. Donc, on est une team de 4 pour l'instant pour s'occuper de tous nos clients expatriés. Je rappelle qu'on est quand même 465 oui. Pour rassurer. Oui, pour rassurer. Alors, je parle juste de l'accueil des expatriés et des non-résidents. Et on n'est que 4 pour le moment, mais c'est amené à grossir. Et derrière, on est plus de 400 chez Mastéos.
À l'heure actuelle, c'est quasiment un client sur 5 qui est expatrié ou non résident. Et vraiment, on a tous les pays, tous les profils. Majoritairement, quand même, on va dire par ordre, on a les Suisses qui arrivent en première position, UK, Allemagne, donc proche de la France, mais on a beaucoup de USA, Canada, Chine, Singapour, enfin voilà, on a vraiment beaucoup de pays, Afrique également. Globalement, l'investisseur type, même si encore une fois on a un petit peu de tout, c'est des primo-accédants, trentenaires qui sont expatriés depuis quelques années. Blond à 90%. À 90%. Et avec un budget, une enveloppe totale, un budget total et moyen de 240 000 euros. Et combien d'apports en moyenne? Sur ces projets-là, en moyenne, sur tous tes clients? Sur tous mes clients. Moi, je te dis, c'est très rare. J'ai eu majorité, peut-être entre 10 et 20%. Quoi. Ah, c'est incroyable. Ouais. Vraiment, c'est pas du tout la vérité. Bon, là, le dernier que j'ai eu en l'état, c'était 35% d'apport. Mais 35, pour moi, c'était déjà super. Ouais, mais non, on a beaucoup de financement via les banques de famille notamment. C'est assez. Et tu as un courtier qui est bon sur les profils expat? Oui, tout à fait. On travaille avec Givanti, de société de courtage. Voilà. Si vous voulez, on mettra un email derrière à la fin. Vous pouvez nous envoyer vos questions et je pourrais vous envoyer tous ces petits, tous ces contacts si vous voulez. Voilà pour les chiffres clés. Globalement, nos clients expats, non résidents, ils investissent dans plutôt ce qu'on appelle des types d'investissements patrimoniaux. Donc, à savoir qu'il y a globalement deux types d'investissements, plutôt rentabilité ou plutôt patrimoniaux. On peut faire un peu de stratégie mixte. Globalement, pour la faire très courte, pour pas vous ennuyer avec ça, un placement dans l'immobilier, c'est un petit peu comme un placement financier. Plus on va chercher à monter le taux de rentabilité, plus il y a des risques. Je peux donner un exemple avec mon parcours? Ouais, très bon exemple. Je sors à mes clients également. Mon parcours en partant de mon enfance. Allez, je rigole. C'est parti. Je pars direct de mon premier projet locatif qui s'est fait à Hénin-Beaumont. Non pas que je sois d'extrême droite, c'est plutôt l'inverse, mais j'étais attiré par les sirènes du rendement et j'ai trouvé à Hénin-Beaumont des immeubles de rapport très peu chers et extrêmement rentables à 12-13%. Et j'étais complètement attiré par ces rendements-là. Et en fait, je me suis retrouvé avec un immeuble en sinistralité locative permanente, c'est-à-dire avec des squats, des impayés, des dégradations. Et j'étais réveillé toutes les semaines par la préfecture, la mairie, la copro voisine. C'était un enfer. Et ça se remarque pour tous les projets à haut rendement qu'on a pu, sur lesquels on a pu accompagner. C'est ceux qui engendrent le plus de frottements et de mauvaises surprises. Et en général, un rendement à 12% sur le papier, on finit souvent à 4% en pratique quand on enlève tous les coûts, toutes les surprises et tous les risques qui se matérialisent. C'est pour ça qu'avec notre recul, et on a fait très exactement 1000 ventes depuis 3 ans, on se rend compte que les projets qui rapportent le plus sont étonnamment et de manière contre-intuitive pas les projets à plus haut rendement. C'est souvent les projets qui présentent le moins de rendement, qui sont les plus safe et patrimoniales dans des zones les plus prime, qui prennent le plus de valeur et qui, étonnamment, ont tendance à surperformer par rapport au rendement annoncé. Par exemple, moi, ensuite, j'ai acheté sur le vieux port de Marseille. Alors, j'ai eu du flair, je l'ai fait il y a 2 ans. Et j'ai acheté un truc avec un rendement de 2%. Je l'ai surpayé à l'époque et ce n'était pas rentable du tout. Les loyers marseillais ont explosé. Les prix sur le vieux port ont doublé. Et je ne me suis jamais autant enrichi sur un bien immobilier que sur ce bien à 2%. Par rapport à tous les invests pourris que j'ai fait à 12-13. Donc, ce que je vous invite à faire, surtout en période de crise où on a un flight to safety, c'est d'aller chercher du prime, du patrimonial, de ne pas être obsédé par les sirènes de l'hyper-rendement parce qu'on a tout le risque et tous les frottements qui vont avec, et d'aller chercher du patrimonial. Voilà, donc du top 5, c'est parfait. Et parfois, on peut associer les deux. Oui, tout à fait. On peut tenter des stratégies mixtes. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on va aborder le cas d'un de nos investisseurs après. Mais oui, globalement, le patrimonial, on va baisser sur le papier le taux de rendement par rapport à d'autres produits et c'est beaucoup plus safe. Et nous, on conseille d'autant plus à nos clients expatriés. Vous êtes loin, à plusieurs milliers de kilomètres parfois de la France. C'est peut-être pas
ce type d'expérience comme un énorme abonnement que vous avez envie d'avoir à 2000 km à gérer tous ces problèmes. Donc, le but, c'est vraiment voilà, d'aller plutôt sur une stratégie patrimoniale dans le top 5. Et ça permet d'absorber de la plus-value. C'est les biens patrimoniaux qui captent en priorité la plus-value dans une ville. Donc, ce sont les biens qui s'apprécient le plus sur le long terme. Alors que les colocs en banlieue de Roubaix sont très peu susceptibles d'appréciation à long terme. Même si en théorie, elles ont un meilleur rendement. Et en plus, ce rendement, il délivre un cash flow positif qui n'a pas grand intérêt. Le but, c'est d'être à l'équilibre. C'est que le truc soit autofinancé, autoporté. Mais si tu as 200 € de cash flow positif, c'est 200 € qui s'accompagnent d'un surcroît de risque. Et qu'est-ce que tu vas faire de 200 €? C'est rien. Sur 10 ans, c'est 24 000 €, donc c'est pas grand-chose. Non, c'est rien. C'est absolument rien. Voilà. Entièrement d'accord. Après, je serais convaincu. Alors, du coup, on va parler de Christophe, qui a été un de nos premiers clients expatriés. Là, tu as un cash flow positif là, sur celui-là. Justement, parce que j'ai voulu montrer la stratégie mixte. On est placé en plein cœur de Marseille et c'est une coloc. Du coup, c'est un investissement qui s'est fait en 6 mois, globalement. Christophe, qui est basé à New York, qui est en train de repartir pour un deuxième projet, d'ailleurs, avec nous en ce moment. Ça s'est loué en quelques jours à Marseille, une colocation, un peu de travaux, pas énorme, c'était plus un rafraîchissement. Et là, en l'occurrence, il arrive à faire un cash flow, mais il faut savoir qu'il est placé en plein cœur de Marseille. Donc, c'est vraiment un investissement de pierre. On peut voir la tomate au sol sur le bien. Donc, voilà pour Christophe. Et une autre, Alexandra, qui, elle, a fait du coup plutôt un investissement à Toulouse, dans le centre-ville. Pareil, ça a été, elle a fait son offre début avril et on avait un locataire fin juillet. Donc, on est sur là vraiment un scope très court. C'était vendu partiellement meublé. Il y a eu très peu de travaux. On a fait passer un coup de peinture, voilà, juste rafraîchissement. Donc, voilà pour les projets qu'on peut faire et la qualité des biens qu'on peut proposer à la fin. Et donc, l'idée après, c'est de se faire accompagner. Donc, il faut savoir que nous, Mastéos, là, on va vraiment rentrer plus sur Mastéos directement. L'effet startup, en fait, Thierry va nous en dire un peu plus là-dessus, mais l'idée, Mastéos a levé pas mal de fonds récemment. Et l'avantage de Mastéos, c'est qu'on a internalisé tous les métiers de A à Z. Tout le monde est en CDI chez Mastéos. Et l'idée, c'est que on a des concurrents qui faisaient des choses à peu près similaires, mais nous, on a décidé de tout intégrer, ce qui va nous permettre d'avoir un alignement des intérêts. C'est le prochain point. Une meilleure maîtrise. C'est ça. Effectivement, ce qui nous distingue des concurrents, il y en a 5 ou 6. Il y a, je ne sais pas s'ils s'adressent aux expats, mais il y a Bivouac, Beanstalk, MyExpat, non, il n'y a pas un truc. Non. Bon, bref, en tout cas, il y en a 5 ou 6. Et la grande différence de Mastéos, c'est déjà qu'on est beaucoup moins cher. On est à 5% quand la moyenne de marché est à 7,5%. Deuxièmement, on a une présence opérationnelle de terrain qui est très forte, contrairement à pas mal de startups qui restent dans leur siège social parisien et qui mettent jamais les pieds sur le terrain. Nous, on a quand même une quinzaine de bureaux. Et quand je parle de bureaux, c'est du 300 mètres carrés à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon. On a des grands bureaux en centre-ville avec des équipes. À Marseille, je crois qu'on est une quarantaine, si je ne dis pas de bêtises, une quarantaine de CDI, des experts travaux, des gestionnaires. Et c'est des vrais Marseillais avec le maillot de l'OM, les sandales chaussettes, le short au bureau, quoi, avec l'accent, le pastis à midi, etc. Donc, on a des vrais de terrain et donc un contrôle de l'exécution qui est vachement rassurant pour le client. Et c'est pas déléguer un prestataire externe sur lequel on a zéro emprise. Donc, la présence de terrain, elle est très rassurante. Et aussi le fait qu'on a vraiment internalisé les métiers. Donc, les équipes travaux, j'ai 130 CDI aux travaux. Ouais. Donc, on a une vraie expertise, une assurance décennale. On a le label RGE bientôt pour la rénovation énergétique dans quelques semaines. Voilà. Et l'effet startup, c'est le fait de pouvoir lever des fonds. On a levé en tout 55 millions d'euros depuis la création. Et ça nous donne une assise financière extrêmement rassurante. On n'est pas prêt de disparaître. On a 2-3 ans de trésorerie devant nous, donc, et on a d'autres séries qui sont prévues. Voilà. Donc, on est très bien outillé financièrement et ça, c'est assez rassurant pour tout le monde. Voilà, exactement. Donc, pour l'alignement des intérêts également, comme l'a dit Thierry, on fait tout de A à Z, donc que ce soit le sourcing du bien, les travaux, la gestion locative derrière.
Donc, nous, on a tout intérêt à vous trouver des bons projets parce que derrière, on s'occupe de la gestion locative, on se rémunère sur cette partie également. Nous, le but, c'est qu'on travaille pendant des années ensemble. Donc, à la base, autant vous sourcez un appartement qui a des super critères, qui va se louer 12 mois par an, parce que comme l'a dit Thierry, une renta à 14 qui se loue 4 mois par an, la renta, elle chute d'un coup. Les travaux, pareil, on a tout intérêt à faire des super travaux, parce qu'un appartement bien rénové, on évite les passoires thermiques. L'idée, c'est à la fin d'avoir une vacance locative quasi nulle et que votre investissement tourne bien tout seul et que ce soit périn, tout simplement. Ok, et rapidement, data, on a une grosse team de data analyst chez Mastéos également, ce qui nous permet de sourcer encore mieux. On arrive à agréger pas mal de data à travers la France pour être sûr que ce qu'on chasse, ce soit bon sur la tension locative, sur le prix mètre carré avant et après travaux. L'idée, c'est d'utiliser toutes ces nouvelles technologies qui sont la big data pour la big data. Mon grand-père dit la data, c'est l'avenir. Exactement. Et ça, on l'a compris. On l'a compris. C'est l'or du 21e siècle, la data. Ouais, tout à fait. Donc, ça nous aide pas mal à faire de meilleurs projets derrière. Voilà, on peut peut-être passer à la suite du coup. Oui, merci pour ces explications Antoine et Thierry. On va passer du coup à la partie questions. Je sais que vous l'attendez avec impatience. Donc nous avons une première question de Stéphanie qui nous demande quelle est la solution d'emprunt si on est non résident et non salarié, car certaines banques en France acceptent-elles de faire des prêts hypothécaires appuyés sur des biens immobiliers déjà détenus en France pour les non résidents? Non résidents, non salariés, moins de 18 ans, au chômage. Le mieux, là, c'est des cas très spécifiques. Si vous avez encore des banques en France, contactez les banques parce que toutes les banques déjà ne prêtent pas la même chose et aux mêmes personnes. C'est des cas spécifiques. Envoyez-nous un petit email pour ce genre de cas parce que. Je crois qu'elle a précisé qu'elle avait des biens hypothécables. Parce qu'il y a toujours la solution quand on a un profil atypique. En fait, il y a deux solutions selon moi. Il y a mettre en hypothèque un bien qu'on possède en garantie de l'emprunt. Donc, typiquement, un appart, un pied-à-terre à Paris qui est vierge d'hypothèque ou vierge d'emprunt, ce qui est quand même assez rare. Partiellement, totalement, la banque peut prendre une garantie dessus en échange du prêt pour les profils les plus atypiques qui ne passent pas. Et est-ce que ça ne serait pas possible de se mettre en SCI avec un cousin, une sœur en France? C'est exactement, j'ai eu 2 dossiers comme ça où ça bloquait un petit peu au niveau du financement, sur le financement des travaux aussi. Et une solution est d'ouvrir une SCI avec sa vieille tante qui est restée au pays. Ou un ami ou quelque chose comme ça et d'aller présenter le projet en SCI. Avec un local, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Très bien, merci. Okay. Alors, question suivante de Claire qui nous demande est-ce que le MNNP est intéressant pour les expats et fonctionne-t-elle lorsque nous n'avons pas de revenus en France? Fonctionne en France tout à fait quand on est non-résident. Quand on n'a pas de revenus, il faut savoir qu'on est juste capé à 23 000 euros de revenus. Ouais, c'est ça. Parce que les deux critères, en fait, c'est que ça, pour passer au LMP, en fait, la barrière, elle a 2 critères. Et ces 2 critères, c'est que les revenus locatifs du LMNP ne soient pas supérieurs à la moitié des revenus totaux. C'est ça. De France. Oui, revenus fiscaux. Ouais. Fiscaux. Donc, quand on n'en a pas en France, automatiquement, on passe cette condition. On retire cette condition. Heureusement, il y a une seconde, et elles sont cumulatives, c'est que ça ne dépasse pas dans l'absolu 23 000 euros. Tout à fait. Et donc, pour un expat, la première condition, il fait 0 de revenus en France, donc forcément, ses revenus locatifs, ce sera plus que la moitié puisqu'il y en a 0 de base. C'est ça. Mais la deuxième, 23 000 euros, ça permet de mettre un vrai stop. Donc, c'est pour des petits projets. Sinon, SCI, LIS. SCI, LIS, je pense, ouais. SCI, LIS ou LMP? LMP, c'est Régine Agace. SCI, LIS, c'est parfait. Ça sera bien. Ouais. C'est un véhicule juridique local qui a son indépendance, son autonomie, qui a sa propre vie, qui est une personne morale et qui gère le locatif avec une fiscalité ultra avantageuse. Parce qu'on peut amortir et donc déduire, écraser le revenu fiscal. Et si un jour, par malheur, on n'a pas assez de matière déductible pour tout écraser, qu'il y a un petit bout de reliquat fiscalisable, on est imposé sur le taux réduit de l'IS à 15%. Donc, c'est peanuts. Très bien, merci pour cette réponse. Prochaine question de Océane qui nous demande comment calculer le rendement locatif et évaluer la rentabilité de son bien.
Rendement locatif, c'est la division du loyer par le prix. Donc, on parle de rendement brut. Et une fois qu'on a enlevé toutes les charges, on parle de rendement net. Après, très peu de gens s'accordent sur la définition de ce qu'est un rendement brut ou un rendement net. Donc, il y a du rendement Brett, du rendement NUT, il y a des mixtes. Mais en gros, la définition de base, c'est si ton bien il fait 10 000 euros de revenus locatifs et qui coûte 100 000 euros à l'achat, et ben 10 000 euros divisé par 100 000 euros, ça fait, médaille Fields en mathématiques, Je ne sais pas écouter. 10%. 10%. Ouais. 10%. S'il fait 5 000 euros de revenus locatifs et qui coûte 200 000 euros, ça fait… Même moi, je galère. De 10%. Qui connaît la réponse? 5 000 divisé par 200 000. Je crois que c'est 5%, non? C'est 2,5%. Tu as raison. Bravo. Un grand bravo à toi. Bravo. Voilà. Donc, on divise le loyer par le prix. Et sinon, pour atteindre le rendement net, en gros, tu enlèves un tiers au rendement brut pour atteindre le rendement net. Grosso modo. Ouais. Et ce tiers, il correspond aux charges courantes, à la taxe foncière, à l'assurance du bien, aux frais de gestion locative, au turnover, aux frais comptables. Voilà, il y a un bon tiers qui s'en va. Donc, si tu as un bien qui fait 6% de rendement brut, donc ça veut dire qu'il rapporte 6 000 et il t'a coûté 100 000, et ben son rendement net va être de 4%. Qu'est-ce qu'un bon rendement? Ça peut être une autre question. C'est un rendement qui te permet de tendre vers l'équilibre financier. C'est-à-dire que ton bien soit autoporté, autofinancé, qui tourne tout seul, que tu aies peu ou pas d'argent à mettre de ta poche tous les mois. Quand je dis peu ou pas, c'est s'il y a 100 euros à mettre, c'est pas la fin du monde. Ça veut dire que tu es à peu près à l'équilibre et c'est très bien. Et c'est d'ailleurs la magie de l'investissement locatif financé par de la dette, c'est que c'est la seule classe d'actifs où tu fais marcher l'argent des autres. C'est la banque qui paye ton bien, c'est les locataires qui remboursent la banque, et c'est Antoine qui s'occupe de tout l'opérationnel. C'est ça. Donc, il n'y a rien à faire. C'est vraiment une martingale financière. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays où ce n'est pas le cas. Il faut mettre un apport énorme à 50% comme en Espagne. On a des bureaux en Espagne. Il y a des pays qui sont à taux variable. Il y a des pays où on ne peut pas viser, comme en Allemagne, des rentas permettant l'autofinancement. Mais en France, on a une chance inouïe d'avoir un marché bancaire qui permette de mettre peu d'apports et donc de faire financer son bien par quelqu'un d'autre, de le faire rembourser par les locataires et de ne rien avoir à faire de son côté. Donc, c'est l'enrichissement le plus passif et low risque, toute classe d'actifs confondus. Très bien, merci. Prochaine question de Farida qui nous demande quels sont les types de biens justement les plus rentables sur lesquels s'orienter. Alors, on avait dit que la renta, ce n'était pas forcément l'étoile polaire à suivre parce qu'elle nous emmène sur des chemins dangereux avec du risque et ce que j'appelle du frottement, pour ne pas mettre un mot plus vulgaire. Mais en gros, c'est la recherche, la quête effrénée de rendement, elle peut te faire perdre ton sommeil parce que tu vas te retrouver avec du turnover, des dégradations, des squats, des impayés, des locataires bruyants qui font que la copro t'appelle, etc. Quand tu as un appart sur le Vieux-Port ou au cœur de Bordeaux ou à Paris qui n'est pas forcément le plus rentable au monde, tu as une tranquillité d'esprit parce que tu as des locataires ultra solvables, de très bonne qualité et tu as très peu de risques qui se matérialisent sur ce genre de biens. Donc, tu as un arbitrage à faire entre ta quiétude, ta paix d'esprit et ton rendement. Et par ailleurs, ce que je disais au début, c'est que c'est souvent les biens qui présentent le moins de rendement facial qui ont le plus d'appréciation sur la durée. Ouais. Mon appart à Marseille, il faisait 2% de rendement à l'achat. Entre-temps, les loyers ont explosé, les prix ont explosé et ma dette, elle est restée fixe. Donc, mon enrichissement, il s'est matérialisé très vite alors même que j'étais sur un bien pas rentable. Donc, mollo sur la renta. Néanmoins, tu peux quand même aller en chercher sans prendre trop de risques dans des villes, et moi je pense à une qu'on a ouverte récemment dont je suis tombé complètement fan, qui s'appelle Montauban, près de Toulouse. On a une super équipe à Toulouse. Et Montauban, tu es sur une ville qui est super rentable avec une grosse tension locative. On trouve des locataires en 10 jours, des prix très abordables et une ville qui est foncièrement sous-évaluée, comme on dit en immobilier. Ouais, tout à fait. Foncièrement. Voilà. Très bien, merci pour cette réponse. Prochaine question de Aurélie qui nous demande si pour les résidents, donc les expatriés, les non-résidents, pardon, donc les expatriés,
Quels sont les points à prendre en compte en termes de fiscalité afin que les revenus locatifs restent intéressants? Il faut choisir le bon régime. Oui. Et c'est le LMNP. Il marche bien pour les expats d'un point de vue administratif. C'est les mêmes papiers les mêmes papiers à faire. C'est exactement la même chose. Donc, ouais. pas de, et on le file à notre comptable Buddies, il s'en occupe. Ouais, tout à fait. Parce que lui, il est spécialisé comptable des expatriés. Ouais, ok. Ouais, c'est ce qu'on a fait sur les projets qu'on a. C'est Buddies derrière. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire pour ouvrir son LMNP. Et il n'y a pas de double imposition? Alors, il y a quelques pays, je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que je vais m'arracher les cheveux. Il y a quelques pays où il y a des sujets de double imposition. Je pense notamment Mexique, USA, Canada. Mais du coup, voilà, il y a quelques sujets, c'est des cas spécifiques et en soi, non, on voit qu'il n'y a pas trop de sujets, en fait, finalement. Donc, le mieux, c'est de, contactez-nous si vous voulez. Moi, je répondrai à vos questions sans aucun problème. Et on peut regarder, c'est vraiment du cas par cas, mais en très grande majorité, non, il n'y a pas de double imposition. Voilà. Et surtout avec les pays d'Europe. Oui. Hong Kong aussi, il n'y a pas de double imposition. Non, Dubaï, il n'y en a pas. La plupart des pays d'où viennent nos clients, il n'y a pas de double imposition. Ouais, et donc, LMNP, c'est fiscalité zéro pendant de très, très longues années. Ouais. Et ensuite, revendre du bien quand on commence à se faire fiscaliser. Exactement. Et reprojet, et redéfisque. Voilà. Le cercle, le mythe de Sisyphe, tu sais, qui pousse son rocher. Ouais, c'est ça. La répétition du même. Voilà. Merci. Prochaine question de Olivier qui nous demande si en tant que non-résident, on doit mettre plus d'apports par rapport aux résidents, n'est-il pas préférable d'investir avec vous en Espagne qui semble être plus rentable? Alors, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, en gros, globalement, sur l'apport, c'est à voir directement avec les organismes financiers. On a en effet cette règle, mais qui n'est absolument pas absolue, ça fait 2 fois absolument. L'idée, c'est... très peu de mes projets avec mes expatriés, on apporte 30% d'apport. J'ai du 10%, j'ai du 15%, donc ça va vraiment dépendre. Corrige-moi Thierry, parce que je ne suis pas spécialisé sur l'Espagne. L'Espagne, il y a quand même un apport assez fort. Alors, l'Espagne, je sors d'une conférence avec la team espagnole, ils sont hyper optimistes sur le marché. C'est un des marchés les plus attractifs au monde et ça donne vraiment envie. La renta, elle est un peu supérieure, ça c'est vrai, notamment à Valencia, qui est une des villes les plus sous-évaluées du pays, est très rentable. Donc on a du 6-8% assez facilement. Malheureusement, il faut mettre plus d'apport. C'est un pays qui demande de l'apport, jusqu'à 50% pour les expats. Donc, soit on est blindé, soit on fait des petits projets, des petits projets à 70 000 € et on met 35 d'apport. Et ça fait un pied-à-terre, on peut faire du Airbnb et c'est assez cool. C'est des beaux projets. Et en effet, si dans ton cas particulier, tu es à 30% d'apport sur un projet en France et que c'est 50% en Espagne, mais que tu vas payer ton bien moins cher, dans ce cas-là, Go Espagne, je pense que c'est une très bonne solution. Parce que les rentas, pardon, vas-y. Ouais, non, les rentas sont très bonnes. Et donc, nous, on est sur Valencia. C'est ça. Ouais. Madrid et Barcelone. Ouais. Et on va ouvrir Séville et Alicante bientôt. Voilà. Génial, merci beaucoup. Nous avons ensuite plusieurs questions sur le financement, notamment comment financer l'achat d'un bien. Est-ce pertinent de passer par un courtier et surtout comment identifier des courtiers spécialisés dans les dossiers non résidents? Voilà, il y aura une adresse email, écrivez-nous. En gros, courtier, oui, c'est pertinent parce qu'ils vont pouvoir un peu passer au crible toutes les banques et vous trouver le meilleur financement en fonction de votre profil, parce qu'il y a énormément de profils chez les expatriés. Et pour se financer, passer par soit un courtier, soit directement, ça vaut toujours le coup. Si vous avez une banque de famille, que vous êtes en Normandie depuis 4 générations et que vous êtes au Crédit Agricole de Rouen, allez-y, passez-leur un coup de fil parce qu'il y a pas mal de projets qui se financent comme ça avec du 10% alors qu'on habite au Canada et qu'on a un contrat local. Donc, il n'y a pas de règle, encore une fois, absolue là-dessus. Et je vous conseillerais toujours, c'est ce que je conseille à mes clients, appelez votre banque d'abord, prenez un peu la température juste pour demander une lettre de confort ou une sorte de simulation, voir s'ils seraient prêts à vous suivre. Et si vous voyez que ça commence à bloquer, partir sur un courtier. Nous, on travaille avec un courtier qui est vraiment top. On peut vous envoyer les coordonnées, donc contactez-nous, pas de problème. Super, merci. Une question ensuite de Christelle qui demande si le régime LMNP est-il applicable pour les locations meublées saisonnières? Oui.
Réponse minimaliste. Réponse minimaliste. Voilà. Très bien, merci. Prochaine question de Stéphanie. Quel est le débouclage pour le LMNP ou LMP? Doit-on imputer sur la plus-value l'ensemble des amortissements réalisés sur 10-15 ans et qui ont permis d'être non imposables? Et si ces amortissements sont réimputés sur la plus-value, est-ce vraiment intéressant au moment de la revente? Réponse minimaliste, non. Ils ne sont pas réimputés. Contrairement à d'autres régimes, PSI et LIS, en LMNP, il n'y a pas de reprise des amortissements. C'est pour ça que c'est le régime STAR en France. Quand on amortit d'un côté, en général, en fiscalité, on est repris à la sortie. Parce que ce qu'on dit au fisc, c'est ma peinture, elle s'est effritée, elle s'effrite d'un dixième par an. Alors oui, je sors pas de cash, mais de fait, je perds indirectement de l'argent puisque ma peinture s'effrite. Donc, laissez-moi déduire un dixième de ma peinture chaque année. Et le régulateur dit oui, ok, je vous laisse déduire, même si vous sortez pas de cash, vous avez le droit d'écraser votre revenu fiscal parce que votre peinture s'effrite. Sauf qu'à la sortie, quand je calcule ma plus-value, je calcule le prix de revente moins le prix d'achat. Donc ça, c'est mon assiette sur lequel va être calculée ma plus-value d'un tiers environ. Le problème, c'est que mon bien, c'est le prix d'achat moins toute la dégradation de la peinture que j'ai voulu amortir d'un côté, faut la retirer au prix d'achat. Mon prix ne vaut mon prix, c'est plus vraiment, il vaut plus 100 mon bien, il vaut 100 moins les 10 de peinture que j'ai déduit parce qu'il est censé valoir moins. Donc en fait, il vaut plus que 90 et je le revends 130. Donc c'est pas 130 moins 100, c'est 130 moins 90. C'est-à-dire que ce que j'ai déduit d'un côté, faut être cohérent. Faut le retirer du prix d'achat à la sortie. Donc en fait, ça ne fait qu'augmenter mon assiette sur lequel va être calculée mon imposition. Et c'est pour ça que dans la majorité des régimes qui permettent de pratiquer l'amortissement déductible, j'ai une reprise de cet amortissement qui vient gonfler mon assiette à la sortie, ce qui n'est pas le cas du LMNP. C'est absolument magique parce que d'un côté, je peux écraser mon revenu fiscal et de l'autre, il n'est pas repris dans le calcul de la plus-value. Donc, je me fais très peu fiscaliser à la sortie. Voilà. Merci pour ces explications plus détaillées. Prochaine question de Nessima qui nous demande: faut-il obligatoirement détenir un compte bancaire en France pour procéder à ce type d'investissement? C'est mieux, hein? Ouais, c'est mieux, ouais. Les banques étrangères, je prends un exemple, vous habitez en Allemagne, ça va être compliqué de demander à une banque allemande de vous financer un bien en France. Voilà, donc oui, c'est mieux. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en détenir un maintenant. Vous pouvez aller faire des demandes d'ouverture de compte quand vous faites votre demande de financement, mais c'est toujours mieux si vous avez déjà un compte avant, s'il y a un peu d'argent dessus, etc. C'est toujours plus rassurant pour les banques. Donc oui, c'est vraiment mieux placé par les banques françaises. Merci. Enfin, une question de Pierre. Peut-on se lancer seul sur de l'investissement immobilier locatif? Quels sont les risques et quels sont les avantages à se faire accompagner? Répond qu'on ne peut pas, sinon on est au chômage. Oui, voilà, c'est ça. Non, on ne peut pas. C'est impossible. Alors, réponse simple, c'est Pierre, c'est ça? Où est-ce que Oui. Pierre habite? Si Pierre habite au Canada et qu'il doit se prendre un billet d'avion à chaque visite pour gérer les artisans et mettre en gestion locative derrière, qu'il a le temps et l'argent. Et visiter les biens. Visiter les biens, faire tout le process. On l'a dit, c'est 250-300 heures de boulot. Donc oui, c'est possible de le faire seul, en effet. Après, là, dans le cas vraiment particulier des expatriés, c'est un petit peu plus compliqué du fait de la situation géographique globalement. Mais oui, absolument, on peut tout à fait investir seul. Faut avoir le cœur bien accroché. C'est plusieurs expertises, plusieurs métiers. Il y a une expertise immobilière, une expertise notariale, parce qu'il y a plein de clauses hyper techniques, expertise bancaire, parce que c'est des circuits bancaires un peu sophistiqués pour faire du locatif pour expats. Il faut une expertise fiscale, mine de rien. Il faut une expertise urbanistique parce qu'il faut quand même revoir les règlements de copro. Je vais faire une coloc. Est-ce que la copro m'autorise à faire une coloc? Est-ce que le PLU m'autorise à faire une coloc? Il faut une expertise juridique souvent. Et voilà, personne n'a toutes les expertises en même temps. Il faut une présence terrain, c'est pas mal. Parce qu'en visio, avec un agent Stéphane Plaza, ça va être un peu court. Et en fait, payer un intermédiaire, c'est pas si coûteux que ça. Nous, nos frais, ils sont empruntables. Sur un emprunt, ils représentent 35 € par mois.
35 € par mois, c'est le prix de la tranquillité, ça fait économiser 300 heures de boulot, c'est plus agréable. Après, moi, j'ai commencé seul. D'ailleurs, j'ai planté tous mes premiers investissements en faisant seul. Et c'est comme ça que j'ai appris. Donc, c'est un très bon moyen d'apprendre. Voilà. Très bien, merci. Nous allons maintenant clore le webinaire. Merci à vous Thierry et Antoine pour votre temps, pour vos explications. Et merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. Pour toutes les questions complémentaires, n'hésitez pas à contacter les équipes de Mastéos par mail à expat@mastéos.com. Et pour toute question sur votre expatriation ou votre quotidien d'expatrié, je vous donne rendez-vous sur le forum d'expat.com. Merci et à bientôt. Merci. Ciao les amis. Ciao.